Dans cette leçon 3, on va toujours machine learning, donc avec scikit-learn, on va commencer l'apprentissage et la prédiction avec bien sûr notre avec la méthode d'apprentissage supervisé. Et on va commencer par le classificateur, donc le classificateur KNN ou K Nearest Neighbor classifier. Donc, c'est quoi ce modèle ou cet algorithme? Donc, tout simplement, il permet de faire la classification. Donc, pour réaliser cette opération, donc, on va avoir besoin de ce modèle, donc ce classificateur KNN. Donc, on va lui donner une nouvelle valeur. Voilà, donc après l'apprentissage, on va lui donner une nouvelle valeur. Ensuite, d'après ce qu'il a appris, donc il va nous donner un résultat. Donc, il va la classer cette nouvelle valeur. Bien sûr, pour l'apprentissage, on a des données à lui injecter. Donc, cet algorithme ne fait rien de plus que mémoriser les données d'entraînement. Voilà, donc on va lui donner des données d'entraînement, il va les mémoriser. Donc, il va mémoriser la position, leur position. Ensuite, il va calculer la meilleure pour une nouvelle valeur, les éléments déjà mémorisés, donc avec lesquels il a appris. Ensuite, il va voir la distance entre cette nouvelle valeur et les valeurs déjà mémorisées pour ensuite décider dans quelle classe ou dans quel groupe il va la classer. Donc, il n'y a pas de calcul complexe pour trouver les paramètres. Donc, le modèle est simplement prêt à faire des prédictions en se basant seulement sur la distance entre les nouvelles données et ces données mémorisées. Donc, cet algorithme, malgré qu'il est vraiment simple, est direct de l'apprentissage automatique. Donc, malgré cela, donc, on peut le trouver dans différentes méthodes. Donc, elle est très utilisée. Et on ne trouve pas non seulement dans la classification, mais également dans la régression et la détection des valeurs aberrantes. Donc, pour calculer la distance, bien sûr, il va utiliser des méthodes. Donc, lorsque je parle de méthodes, ça veut dire des formules mathématiques. On a normalement la méthode la plus généralisée, donc c'est la méthode Minkowski. Donc ça, c'est une méthode généralisée. Donc on a une formule mathématique, cette formule qui va calculer l'absolu de la différence entre les deux, la position des deux variables. Bien sûr, l'absolu. Puissance, donc puissance, un certain paramètre qui est 1 sur P. Voilà, c'est ça. Donc, cette méthode généralisée qui est Minkowski, elle a des cas particuliers. Ces cas particuliers, ça dépend de la valeur de pi. Donc P, plutôt P, c'est pas pi, hein, c'est P, la lettre P. Alors, si par exemple P égale à 2, là on tombe dans la méthode euclidienne. Donc la méthode, ça veut dire, pour calculer la distance, on va tracer une ligne droite entre les deux valeurs directes. Donc ça c'est pour une valeur de P égale à 2. Elle va utiliser donc la technique de Pythagore, donc la théorème de Pythagore pour le calcul. Donc ça va nous donner une racine carrée de la différence entre la position des deux variables. Concernant la deuxième méthode, c'est lorsque P égale à 1. Dans ce cas, on va utiliser la méthode Manhattan. Voilà, la méthode Manhattan. Donc, cette méthode, c'est une sorte de... Pour calculer la distance, on va utiliser une sorte de grille. La grille, c'est comme des blocs. C'est comme les rues... Donc, c'est comme les rues d'une ville. Donc, pour trouver le chemin le plus rapide, donc on va voir, bon, si vous avez cette image, donc les rues d'une ville, on a un bloc de bâtiments, ensuite la rue, ensuite une autre rue et des blocs de bâtiments. Donc, c'est comme des zigzags, donc c'est comme des grilles. Voilà. Donc, pour atteindre le chemin le plus rapide, ça ne va pas directement tracer une ligne entre les deux points, mais plutôt prendre des virages pour atteindre, pour calculer la distance la plus courte. Donc ça, c'est la méthode Manhattan. En tous les cas, la différence, c'est que la méthode euclidienne, elle n'est pas fiable pour les grandes valeurs, parce qu'il y a
le carré. Donc, euh, par contre, avec la méthode Manhattan, elle est bien faite pour les grandes valeurs. Voilà, donc en tous les cas, avec cet algorithme ou le classificateur KNN, donc il va utiliser des méthodes pour calculer la distance entre les variables, donc entre les observations. En général, on utilise la méthode euclidienne, c'est-à-dire le P égale à 2. Voilà, donc une distance calculée, une fois la distance elle est calculée, donc qu'est-ce qu'il va faire l'algorithme KNN? Tout simplement, il va sélectionner parmi tous les points, hein, parmi tous les points, ça veut dire les données qu'il a déjà mémorisées, avec lesquelles il a appris. Donc, il est parmi tous les points, les k points les plus proches de celui à classer, donc de celui de la nouvelle valeur. Ce nombre k donne son nom à l'algorithme, bien sûr, k plus proche voisin. Donc on va mentionner, nous, on va mentionner le nombre de k pour qu'il fasse le calcul de distance entre ces différents variables qu'il a déjà mémorisées. Donc si on, par défaut, normalement, k égale à 5. Donc si on ne mentionne pas aucun argument, aucun paramètre pour la méthode d'entraînement avec la fonction fit, donc normalement il va prendre comme voisin, donc il va calculer la distance entre la nouvelle variable et des voisins au nombre de 5. Si on a 5 voisins d'une classe, donc normalement on va avoir des classes, par exemple 3 classes. Ensuite on lui donne une nouvelle valeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer la distance entre cette nouvelle valeur et les éléments ou les valeurs de chaque classe. Donc s'il trouve que la distance entre cette nouvelle valeur et 5 éléments, 5 valeurs d'une certaine classe, par exemple la classe B, et c'est le chemin le plus court, hein, donc c'est la distance la plus courte plutôt, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va la classer dans la classe B. Voilà. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc ça c'est la nouvelle valeur. Et ça sont les classes qu'il a déjà mémorisées. Donc les données d'entraînement, d'apprentissage. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir la distance entre cette nouvelle valeur et les éléments de toutes les classes. Donc par exemple ici, il a remarqué que la distance donc, entre la classe, bon ici par exemple on va sélectionner k égale à 2, par exemple deux voisins. Donc les deux voisins de la classe, donc les deux valeurs de la classe A sont les voisins les plus proches de cette nouvelle valeur. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va déduire que il va la classer, donc il va mettre cette nouvelle valeur dans cette classe A. Voilà. Donc il est important de considérer à ce stade l'ensemble d'apprentissage et bien sûr l'ensemble de tests, les données. Je parle des données. Donc on a les données, par exemple dans notre cas, ce sont les caractéristiques des fleurs de l'espèce, donc iris, plutôt la famille iris, et cette famille elle a 3 espèces. Donc le nombre total normalement c'est 150. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas injecter directement les données à l'algorithme d'apprentissage pour qu'il a créé le schéma, pour réaliser le schéma ou avoir une vue, donc déduire la relation entre les variables. Non. Donc on va diviser cet ensemble de données en 2 groupes. Le premier groupe, c'est l'ensemble d'apprentissage. Normalement, c'est 70 à 80%. Hein. Donc, et le deuxième groupe de données, c'est le groupe pour tester la validité de notre modèle après l'apprentissage. Donc, on va utiliser la fonction predict. Donc, fit, predict, c'est toujours fit, c'est l'apprentissage. Predict, c'est la fonction pour prédire. Donc, avec fit, on va passer les données d'apprentissage, la majorité des données, de notre jeu dans l'ensemble de données, et les 10% par exemple ou 20% restantes, on va les utiliser pour les tests, pour valider notre modèle. Ça veut dire qu'il a bien appris. Donc s'il nous donne, donc normalement on a des étiquettes, sont les classifications, donc sont les espèces. Donc on connaît au préalable, donc normalement le résultat, donc on va lui injecter les données de test. Ensuite, on verra est-ce qu'il va prédire correctement parce qu'on a les étiquettes. Donc, le modèle n'a jamais rencontré ces données de test. Donc, normalement, nous, on sait pour chaque donnée, quelle est l'espèce. Donc, s'il nous donne presque la même chose, donc ça veut dire qu'il a bien appris. S'il y a une marge d'erreur, ça fait rien. En tout cas, ça ne doit pas être vraiment quelque chose de extravagant, donc une erreur, une grande erreur.
une grande variation entre le résultat déjà qu'on connaît et le résultat de prédiction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, avant de poursuivre, qu'est-ce qu'on va faire? On doit diviser, bien sûr, les données, ok? Les données de Iris. Et pour cela, on va utiliser la fonction random de NumPy, hein, random rand. Donc, cette fonction, elle permet de, de diviser, plutôt la fonction, c'est random permutation. Parce qu'il y a un autre problème à éviter. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va au préalable, euh, euh, comment dire, modifier la position des éléments, la liste. Donc par exemple, euh, pour être correct, donc on va commencer par une sorte de, on va désorganiser, on va modifier l'ordre des lignes de nos données de la fleur iris. Donc pourquoi? Pour ne pas avoir un ensemble de données bien organisé. En général, lorsque les gens prélèvent des données, donc lorsqu'ils prélèvent ces données, dans le cas des fleurs, la largeur et la longueur des pétales et des sépales, donc en général, ils vont créer un tableau qui est organisé, donc par exemple par espèce. Ils vont commencer par la première espèce, ensuite la deuxième espèce, ensuite la troisième espèce. Donc, si on injecte directement ces données pour l'apprentissage, donc il ne va pas apprendre. Pourquoi? Parce que il va trouver directement il va comprendre que première section c'est le premier espèce, deuxième section. Donc il ne va pas créer une relation par apprentissage, mais plutôt directement le tableau est bien organisé, donc il ne va pas apprendre réellement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce tableau, on va le désorganiser. Ok? Et de cette façon, on va supprimer cette organisation qui peut fausser les résultats de notre modèle. Donc, on va utiliser la fonction random rand de NumPy. Voilà, c'est ça l'intérêt. Donc, pour l'instant, on ne va pas diviser l'ensemble de données en groupes d'apprentissage et en groupes de tests. C'est pas l'instant, donc c'est pas le moment. Avec ce code, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement utiliser la fonction random rand de NumPy pour modifier l'organisation de notre tableau. Voilà, on ne sait jamais s'il est organisé, donc il pourra fausser les résultats de notre modèle. Mais on doit commencer toujours, on va utiliser, bon ça c'est une partie, donc ça c'est juste pour vous faire comprendre l'intérêt de cette fonction de NumPy random seed 0 ou n'importe quel un autre nombre. C'est qu'on ne va pas laisser vide entre parenthèses, sinon il va utiliser la date actuelle pour générer des nombres aléatoires. Donc l'utilisation de random seed, on doit toujours commencer par concernant l'apprentissage des données, donc toujours pour désorganiser notre tableau avant de l'injecter à notre modèle. Donc on doit le désorganiser. Donc pour cela, donc, on va utiliser cette fonction qui va, en quelque sorte, elle va demander à NumPy de toujours générer, donc random c'est générer, donc générer toujours le même nombre ou la même combinaison de valeurs aléatoires. Donc, bon, bien sûr, c'est pseudo-aléatoire. C'est pas aléatoire, c'est pseudo-aléatoire concernant un ordinateur. Ça veut dire quoi? Donc, si on utilise par exemple np random, par exemple rand ou rand integer, donc ça va, à chaque fois qu'on exécute la commande, elle va générer. Bon, par exemple, là, on va générer des nombres aléatoires, hein, normalement à virgule flottante. Donc, si on directement on écrit random rand sans précéder par random seed, donc à chaque fois qu'on exécute cette ligne, il va générer une nouvelle valeur. À chaque fois qu'on exécute, il va générer une nouvelle valeur différente de la précédente. Mais on va mentionner cette partie donc du code. Donc on va faire appel à la fonction random seed et lui passer une valeur, n'importe quelle valeur, 0 ou 1. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ensuite, on va générer la valeur aléatoire, il va générer toujours la même valeur.
Donc, c'est essentiel dans le domaine de l'apprentissage pour le machine learning, donc dans le machine learning. Donc, pour l'apprentissage, il est très important de toujours générer euh, les mêmes valeurs aléatoires pour que si on exécute une deuxième fois notre code, notre modèle, donc il ne va pas réapprendre une nouvelle fois. Donc, tout simplement parce que dès que notre système il va apprendre avec les données d'apprentissage, après l'apprentissage, on doit le valider. Donc pour le valider, on doit toujours utiliser le même donc, résultat aléatoire, les mêmes valeurs aléatoires qu'on a générées. Bien sûr, c'est quoi l'intérêt de cette partie? C'est pour désorganiser notre tableau. C'est tout simplement ça. Donc si à chaque fois il va créer un nouvel tableau, un nouveau tableau, avec un ordre différent à chaque fois, donc il va apprendre d'une autre façon, donc il pourra donner un autre résultat. Donc on ne peut pas valider notre modèle. Donc pour toujours le désorganiser de la même façon, donc bien sûr pour le désorganiser on va utiliser cette fonction de NumPy, et pour toujours le désorganiser de la même manière, de la même façon, on va utiliser bien sûr random seed. Donc de cette façon on va s'assurer que on va avoir toujours un tableau bien sûr désorganisé, et, mais toujours désorganisé de la même façon. Voilà, c'est ça l'intérêt. Donc là, j'ai pris juste un exemple pour voir le rôle l'avantage, le rôle, l'importance de random seed 0. Je vais exécuter cette partie, elle m'a généré ce chiffre. Donc si j'exécute une deuxième fois, donc vous voyez que toujours, elle va générer le même chiffre. Voilà. Donc ça, c'est un chiffre aléatoire, mais toujours le même. Si j'enlève cette partie, par exemple la première ligne, je vais la commenter, la première ligne. Donc j'exécute. Voilà. Donc il m'a donné 0,61. Si j'exécute une deuxième fois, j'ai 0,60. Si j'exécute une troisième fois, 0,54. Une quatrième fois, 0,42, etc. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il va générer une nouvelle valeur. Mais pour l'apprentissage, ça, c'est à éviter, sinon je vais générer des nombres aléatoires qui vont permettre de réorganiser notre tableau, donc supprimer cette organisation initiale. Donc si à chaque fois il va être réorganisé d'une autre façon, donc le système il va apprendre avec un tableau d'une certaine structure qui n'est pas la même que lorsqu'on l'a validé. Donc il pourra apprendre d'une autre façon, donc il pourra prédire d'autres valeurs, peut-être valeurs, en tous les cas, euh, qui non validées, donc qui ne sont pas les mêmes que pendant la première fois qu'on a validé. Donc on doit utiliser cette partie pour seulement générer toujours les mêmes nombres aléatoires. Voilà, donc si je génère, donc vous voyez que toujours la même valeur qu'il génère. Voilà. Maintenant, on va commencer notre code. Donc ce code, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va désorganiser le tableau. Donc il va changer l'organisation initiale. On ne sait jamais qui. En plus de ça, en réalité, ce jeu d'ensemble des fleurs, d'iris, il est organisé par espèce. Donc l'espace 0, ça veut dire la première espèce. Ensuite les données. Ensuite vient le deuxième groupe de la deuxième espèce. Ensuite troisième groupe de données caractéristiques pour la troisième espèce. Donc ça, c'est vraiment pas recommandé. Donc pour qu'il apprenne bien, donc on va pas lui donner un tableau qui contient des données déjà organisées par espèce. On va changer, on va désorganiser, donc modifier l'ordre des lignes et des caractéristiques des fleurs. De cette façon, on va avoir, par exemple, on va commencer par trois fleurs d'une espèce, de la première espèce, ensuite de fleurs, par exemple, les trois premières fleurs, c'est l'espèce 1, ensuite les deux prochaines fleurs, c'est l'espèce, par exemple, 3, ensuite les prochaines 5 fleurs de l'espèce 2, ensuite, et voilà. Donc, on va désorganiser pour qu'il arrive à bien apprendre, à bien conclure, donc tirer la relation, donc déduire la relation et le motif de nos données. Alors, voilà, donc ensuite, donc là, on va faire appel à NumPy et bien sûr le dataset de scikit-learn pour charger le jeu de données
de les iris, voilà, les fleurs iris. Donc là, bien sûr, on va commencer par cette ligne pour que lorsqu'on va le désorganiser, donc on va le désorganiser à chaque fois de la même façon. Ça, on va charger le jeu de fleurs dans iris. Ensuite, le X, il va contenir les données, donc les caractéristiques des fleurs. On a déjà vu ça. Donc le Y, c'est target. Target, c'est les trois chiffres 0, 1 et 2. Donc 0 pour la première espèce, 1 pour la deuxième espèce et 2 pour la troisième espèce. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une variable i. Cette variable, elle va contenir quoi? Elle va contenir des valeurs aléatoires. Donc, ces valeurs aléatoires vont avoir une taille du tableau des données. Donc, normalement, c'est 150. Il va générer des nombres jusqu'à 150 maximum, mais des nombres aléatoires. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser maintenant, on va diviser l'ensemble des données pour l'apprentissage et un ensemble de données pour la validation. On va commencer par les données d'apprentissage. Bien sûr, le X et le Y. Donc, X-train, c'est pour training, pour apprentissage. Donc, ça va être les X d'apprentissage et les Y pour l'apprentissage. Et ça va être les X pour le test et les Y pour le test. Donc, les X d'apprentissage, je vais prendre le X ça veut dire tout le tableau qui contient les données de la fleur, mais je vais m'arrêter à moins 10. Ça veut dire que je vais commencer par 0 et m'arrêter à moins 10. Ça veut dire que je vais prendre les 140 premiers fleurs. Bien sûr, ces fleurs, je ne vais pas les prendre à partir de X. Je vais les prendre à partir de, hein, bien sûr, de X, mais avec l'index. Ça veut dire l'index des lignes qui sont la variable i qui contient des nombres aléatoires. Je peux dire entre 0 et 150. Mais non pas avec un ordre donc de 0, 1, 2, 3. Peut-être le premier, ça va être 100. Deuxième chiffre, ça va être 5. Le troisième chiffre, ça va être 0, etc. Donc c'est aléatoire. Et je vais m'arrêter à moins 10. Donc ça, c'est le slicing de NumPy. Vous connaissez ça, on a déjà vu ça dans le chapitre de NumPy. Les deux points, ça veut dire qu'ils commencent par 0, ou l'index 0, c'est pas 0, l'index 0, parce que i, puisque c'est aléatoire, il va commencer par exemple par un autre chiffre. Donc il va commencer par le début, il va s'arrêter à moins 10, donc 140, il va prendre 140. Y, c'est la même chose. Donc elle va s'arrêter toujours à Y cette fois-ci, Y. Donc ça veut dire target. Les targets, c'est les 0, 1 et 2 pour chaque espèce. Ok, parce que tout simplement, dans notre tableau, on a les données, et pour chaque donnée, on a l'équivalent de target. Donc par exemple, la première fleur, elle a comme target 0 par exemple, ça veut dire qu'elle appartient à la première espèce. La deuxième fleur, par exemple, elle a un target 3, ça veut dire ou 2, plutôt 2, ça veut dire qu'elle appartient à la troisième espèce, etc. Voilà, donc là, on a pris les 140 premiers fleurs, donc placés dans un ordre aléatoire, donc désorganisé, non pas bien organisé comme au début. Ensuite, on va créer les X et Y de test. Donc toujours la même chose, mais cette fois-ci, je vais lui demander de commencer par la fin et s'arrêter à moins 10. Donc il commence à moins 10 de la fin, de points, ensuite rien. Ça veut dire qu'il va jusqu'à la fin. Donc il va prendre les 10 dernières valeurs, donc les 10 dernières fleurs, de 141 jusqu'à 150. Donc les 10 dernières fleurs, pour X et pour Y. Donc je vais exécuter ça. C'est bon, très bien. Donc là, il a créé les données d'apprentissage et les données de test. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va commencer l'apprentissage de notre modèle. Okay. Alors, l'apprentissage, on va utiliser bien sûr la fonction fit. Mais pour utiliser la fonction fit, on doit déjà faire appel au modèle ou l'algorithme KNN, qui va
commencer à s'entraîner avec bien sûr les X-train qu'on a créés ici et les Y-train qu'on a créés dans cette partie. Donc il va s'entraîner avec ces données X, Y d'entraînement. Donc je vais importer bien sûr l'algorithme, donc KN, K-Neighbord classifier, c'est son nom. Donc je vais l'importer à partir bien sûr de la bibliothèque scikit-learn et du groupe neighbors. Ok. Donc le point, c'est-à-dire que c'est un sous-ensemble de modules qui appartiennent au kit principal. Ok. Donc ça c'est un package. Ça c'est le chemin pour atteindre, importer ce module. Donc c'est l'algorithme ou le classificateur. Donc on va l'importer. Ensuite on va instancer notre classificateur dans une variable qu'on appelle KNN. Donc on va taper KNN égale K-Neighbor classifier, donc notre classificateur, et entre parenthèses on va rien passer. Donc ça veut dire qu'on va utiliser les paramètres par défaut de notre classificateur. Donc les paramètres par défaut, c'est surtout le nombre de voisins les plus proches de la nouvelle valeur qu'on va prédire son classement, son appartenance. Par défaut, normalement, c'est 5 voisins les plus proches de la valeur qu'on va de trouver son espace. C'est-à-dire la nouvelle fleur qu'on va essayer de la classer. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer l'entraînement. Donc on va faire appel à notre objet classificateur qu'on a créé, et on va lui passer la fonction fit. Fit, dans les paramètres, on lui donne, bien sûr, l'ensemble d'entraînement, les X-train, les Y-train qu'on a créé à partir, bien sûr, de notre data. Donc notre tableau initial qui contient les fleurs iris. Bien sûr, les 140. Hein. Donc là, il va s'entraîner sur 140X et 140Y. Alors, ensuite, bien sûr, bon, ça, c'est pas vraiment un code qui va faire quelque chose. Ça, c'est juste pour, à la fin, afficher un objet. Et cet objet, dans le notebook, c'est seulement dans le notebook, ok? Donc, on peut voir par exemple les paramètres par défaut pour le classificateur qu'on a utilisé. Par exemple, l'algorithme utilisé, ça va être automatique. Donc, l'algorithme, c'est la façon de calculer la distance entre la nouvelle variable et les variables qui mémorisées. Donc, les variables mémorisées, c'est ces deux-là, X-train et Y-train. Très bien. Donc, l'algorithme, c'est par défaut auto. Ensuite, bon, on a la métrique, par exemple la méthode. Hein. Bien sûr, on va utiliser la méthode généralisée pour calculer la distance, hein, Minkowski. Et puisque ici, on va, bon, le nombre de voisins, donc 5, ok. Le métrique paramètre, c'est non. Ça veut dire quoi, non? Ça veut dire qu'on ne va pas passer des paramètres personnalisés pour la métrique. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on utilise P égale 2, ça veut dire qu'on va utiliser le système méthode euclidienne. Donc, les paramètres, donc c'est par défaut. Donc, on va passer les paramètres par défaut on va utiliser la fonction par défaut de la méthode euclidienne. Et weight, ça veut dire uniforme, ça veut dire que tous les voisins, les 5 voisins, vont avoir le même poids par rapport à la valeur. Alors, j'exécute ce code. Voilà, c'est bon. Et là, il s'est entraîné, il m'a donné ce résultat, donc le classificateur avec les propriétés. Donc je peux cliquer sur ce bouton-là pour afficher les propriétés, ces propriétés-là. Donc ça, c'est pas un code qui va s'exécuter, c'est juste pour afficher cet objet dans le notebook. Hein. On a évité de commande, ça ne va pas afficher cet objet. Donc maintenant que le modèle prédictif, donc c'est donc ce modèle prédictif, c'est-à-dire le classificateur KNN, il a pu s'entraîner avec les 140 observations. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le valider. On va essayer de le valider. Bien sûr, on va le valider avec les valeurs de test. Les valeurs de test, c'est X test. Donc on va lui donner les X tests. Et normalement, il doit afficher le même résultat que dans Y test. Donc le résultat, donc lorsqu'on lui passe les valeurs à tester, il va nous donner un résultat.
Ensuite, on va prendre ce résultat et on va le comparer avec les Y-tests, ça veut dire les étiquettes. Pour les fleurs, les étiquettes, ça veut dire les espèces pour chaque fleur dans le test. Normalement, on sait au préalable le contenu de Y-test. Donc après l'exécution, donc la validation de notre modèle avec X-test, il va nous donner un résultat, on va le comparer avec Y-test. Si c'est la même chose, ça veut dire que le résultat est bon, donc on va valider notre modèle, ça veut dire qu'on peut compter sur lui. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans la production, en production. Alors je vais afficher le X-test, juste pour voir les données qu'on va lui faire passer. Donc ça c'est quoi? Ce sont des fleurs avec des caractéristiques, largeur de la sépale, longueur de la sépale, largeur de la pétale et longueur de la pétale de chaque fleur. Donc on a 10 fleurs, hein. Là on a 10 fleurs. Tout simplement parce qu'on lui a demandé de s'arrêter, de commencer par moins 10, ça veut dire la 10e avant-dernière fleur jusqu'à la fin. Ça veut dire les 10 dernières fleurs. Voilà. Si vous comptez, vous allez trouver 10. Ensuite, bon, je vais afficher seulement les Elise Target Name pour savoir que normalement, chaque fleur va être classée dans son groupe, soit Setosa, soit Versicolor, soit Virginica. Ça, c'est les trois espèces de notre fleur, Iris. Maintenant, je vais valider. Donc, pour valider, je vais faire appel à mon objet, bien sûr, l'instance de classificateur KNN qu'on a déjà créé au début. Point, cette fois, je vais passer predict et non pas fit. Donc, fit, c'est pour l'entraînement et predict, c'est pour la validation. Donc, je vais, non pas seulement pour la validation, c'est juste pour voir le résultat de la nouvelle fleur, par exemple, que je dois la classer. Donc, je lui donne les caractéristiques de la nouvelle fleur. Ensuite, il va me donner sa classe. Donc, on va faire un exemple après. Donc, pour l'instant, je vais le valider. Donc, je vais lui faire passer le X-test. J'exécute, voilà le résultat. Il m'a donné un tableau qui contient 1, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 0. Ça, c'est quoi? C'est tout simplement target. Target, ça veut dire l'espèce. Donc, la première espèce, Setosa, c'est le chiffre 0. La deuxième espèce versicolor, c'est le chiffre 2, 1, plutôt 1. Et Virginica, c'est le chiffre 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette première fleur, elle appartient à la famille 1. 1 qui est versicolor. La deuxième fleur, elle appartient à la classe 2. Et 2, c'est normalement, c'est Virginica. Donc ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2. La troisième fleur, celle-là, il l'a classée dans le groupe 1. Le groupe 1, c'est versicolor. OK? Etc. Voilà. Maintenant, on va voir est-ce qu'il a bien prédit, est-ce qu'il a bien classifié les fleurs. Pour cela, on va afficher les Y-tests. Les Y-tests, c'est les targets, ça veut dire c'est les classes, les étiquettes, ça veut dire que la classification qu'on connaît déjà de ces fleurs-là. Si j'ai le même résultat, ça veut dire qu'il a bien fonctionné. Donc, il a bien appris, on peut compter sur lui. S'il y a une petite erreur, ça veut dire par exemple, il a fait une erreur sur une ou peut-être deux, on peut dire que ça va, on peut compter sur lui. Mais s'il me donne plusieurs résultats donc, différents du test, de Y-test, donc ça veut dire qu'il n'a pas bien appris. Donc je vais afficher le Y-test et voir la comparaison. Donc normalement, il nous a donné presque la même chose. Vous voyez que sa prédiction et le résultat qu'on connaît déjà, c'est presque la même chose. Il a fait une erreur seulement pour la deuxième fleur, c'est celle-là. La deuxième fleur, normalement, lui, donc le modèle, il l'a classé dans la famille 2. Famille 2, ça veut dire Virginica. Alors que les données qu'on connaît déjà, donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les données qui se trouvaient dans le tableau original, ça veut dire les gens qui ont prélevé, qui ont fait les mesures, ils ont classifié la deuxième fleur dans le groupe 1, ça veut dire versicolor. Mais lui, il a classé dans 2, dans Virginica. Donc il s'est trompé dans une seule valeur.
le reste c'est la même. Donc c'est une erreur. Donc vous constatez une erreur de 10%. On peut dire que le modèle a bien appris, donc on peut le valider. Maintenant, je vais lui faire passer, par exemple, je vais créer une deuxième variable, xtest2. Par exemple, ça ce sont des fleurs que j'ai moi-même fait les prélèvements. Par exemple, j'ai mesuré de nouvelles fleurs que j'ai trouvées et j'ai prélevé ces valeurs qui concernent toujours, bien sûr. La première, c'est la largeur la longueur de la sépale de la fleur. Ça, c'est la largeur. Ça, c'est la longueur de la pétale. Et ça, c'est la largeur de la pétale pour la première fleur. La deuxième fleur. Ça, c'est la longueur de la pétale. Ça, c'est la largeur de la pétale. Ça, c'est la longueur de la... Plutôt, longueur de la sépale, largeur de la sépale, longueur de la sépale, pétale et longueur de la pétale. Ça, c'est la troisième fleur. Et ça, c'est la quatrième fleur. Donc la quatrième fleur, c'est la même. Hein. J'ai pris la même qu'il a fait, sur laquelle il a fait une erreur. C'est celle-là. Il a affiché 2. Et les autres, par exemple, de nouvelles fleurs que j'ai trouvées. Et j'ai mesuré les dimensions des sépales et pétales. Donc, je vais exécuter pour voir est-ce qu'il va... Donc, voilà, c'est bon, j'ai créé la variable. Maintenant, je vais passer la variable dans la fonction predict de notre modèle. Et je vais voir le résultat. Voilà, donc la première fleur que j'ai prélevé les valeurs, les dimensions des sépales et pétales, il a classé dans 2. Ça veut dire quoi 2? Ça veut dire Virginica. La deuxième fleur, il a classé dans 0, ça veut dire Setosa. La troisième fleur, il a classé dans la famille 1, ça veut dire Versicolor. Et bien sûr, la dernière fleur, il a classé dans la famille 2, Virginica. Il s'est trompé donc, parce qu'on savait déjà à quelle famille elle appartenait. Elle appartenait normalement à la classe Versicolor et non pas Virginica. Très bien, en tout cas, ça, c'est pour voir, puisqu'on a validé notre modèle, donc on peut compter sur lui pour mettre cette fleur dans la famille de Virginica, cette fleur dans la famille 0, donc c'est Setosa, etc. Voilà. Donc, il a prédit. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir un autre concept pour visualiser sur un graphique hein, son apprentissage. Donc, et ensuite, on va afficher, bien sûr, on va afficher les tableaux, les données de notre fleur iris dans un graphique sous forme de nuage de points. Et vous allez voir, ça, ce sont des données prélevées. Donc ça, ce sont des données justes qu'on a prélevées sur les fleurs. Donc on a mesuré les largeurs, les dimensions des sépales et pétales. On va l'afficher dans un graphique à nuage de points. On a déjà fait ça avec, bien sûr, le graphique scatter. On a déjà fait ça pendant la séance précédente. En même temps, on va afficher un graphique qui contient 3 couleurs. Et ces 3 couleurs, c'est d'après ses prédictions. Donc, chaque point dans le graphique, il va lui donner une couleur d'après la famille. Mais avant cela, on va apprendre à utiliser une fonction très importante de Matplotlib. C'est la fonction pColorMesh. Alors, elle sert à quoi? Cette fonction, ColorMesh, elle permet de créer une carte de couleurs. Ce qu'on appelle une carte de couleurs. Une carte de couleurs, ça veut dire non pas un graphique qui contient des données, mais un graphique qui contient déjà un canevas, ça veut dire un arrière-plan, un arrière-plan coloré. Voilà. Et les données, ensuite, je peux les mettre sur cet arrière-plan coloré. C'est ça. Donc, je vais créer une carte de couleurs. Donc je vais faire appel à NumPy et je vais faire appel à Matplotlib. Donc ça n'a rien à voir avec l'apprentissage supervisé, c'est juste pour comprendre cette fonction pColorMesh. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un tableau donc de 0 à 9 pour les X et Y, un autre tableau de 0 à 9. Donc 10, il ne va pas prendre le 10 comme d'habitude. Ensuite, je vais créer deux variables x majuscule, y majuscule. Et ces deux variables vont prendre quoi? Ils vont prendre les valeurs d'une grille. Cette grille, avec bien sûr mesh grid, on a déjà vu ça,
Mesh Grid, elle nous permet de créer une grille à partir de X et Y, des deux tableaux X et Y. La première va l'assigner, va l'affecter à grand X et la deuxième va l'assigner à grand Y. Ok? Très bien. Ensuite, on va prendre une troisième variable Z, grand Z égale grand X plus grand Y. Bon, ça c'est tout simplement le minimum et le maximum de X, juste pour l'utiliser dans les limites du graphique. Donc, le graphique pour les X, pour les abscisses, il commence par, plutôt, voilà, les limites pour l'axe des abscisses, il commence par X min et X max. Et les ordonnées, donc les valeurs des ordonnées, va commencer par Y min, Y max. Et X min, X max égale à quoi? Égale le X c'est quoi? C'est mon tableau qui commence par 0, moins 0,5, et le maximum c'est X max plus 0,5. Ça veut dire que le graphique va être plus grand que les valeurs qu'il va afficher de 0,5 des deux côtés, minimum et maximum. Maintenant, je vais utiliser bien sûr la fonction pColorMesh de Matplotlib. Donc, qu'est-ce que je vais lui faire passer? Je vais lui faire passer le X, grand X et grand Y, donc les gris, et grand Z. Le grand Z, c'est quoi? Donc, c'est X plus Y. Ok? Bon, bien sûr, ça, c'est tout ça, voilà. Ça, c'est le label. Donc, plutôt, c'est la barre de couleur de Z. Donc, vous allez comprendre ça. Donc, ça, c'est la barre de couleur de Z. Donc, je vais afficher une barre de couleur. Et je vais donner un titre au graphique, titre des axes, des abscisses et des Y. Et ça, ce sont les limites des deux axes. Et je vais l'afficher le graphique. Et voici le graphique. Donc, le graphique, tout simplement, c'est quoi? Ça, c'est une carte de couleur. Donc, il a pris pour chaque, je peux dire ça, j'ai oublié, le carré. Pour chaque carré, il va lui assigner une couleur de Z. Cette couleur de Z, c'est celle-là. Valeur de Z. Z0. Pourquoi 0? J'ai dit Z égale, j'ai bien mentionné que Z égale, j'ai défini Z égale à X plus Y. Donc, le premier X, c'est 0 plus 0. Ça nous donne 0. Ensuite, 1 plus 1, 2. Donc, les valeurs de Z, c'est 0, 2, 4, 6, 8, 10 jusqu'à 18. 18, c'est la dernière valeur de X et Y. Normalement, c'est 9 plus 9, 18. Ok? Donc, pour chaque carré de X et Y, il va donner une couleur d'après sa valeur. Donc, il va commencer d'un dégradé du bas vers le haut. Et je ne vais pas mentionner les 3 couleurs, ou 4 couleurs, ou 5 couleurs. Hein. Ensuite, lui, il va se débrouiller pour donner pour chaque carré une couleur d'après sa valeur. La valeur de X et Y. Donc pour X0, 0, il va donner la couleur 0 de Z. Parce que X0, Y0 et 0 plus 0, ça nous donne Z0. Et puisque je n'ai pas mentionné une palette de couleurs, il a pris la palette de couleurs par défaut. Donc, là, donc, il a commencé par le bleu foncé, c'est la valeur 0. Jusqu'à 18, c'est le jaune. Voilà, ça c'est concernant la fonction pColorMesh. Donc, je vais maintenant, donc je vais afficher X. Voilà, ça c'est X. Donc, c'est la grille, le grand X. Hein. Donc, c'est la première dimension de la grille. Donc, Y. Donc, il a obtenu le X et Y à partir de la fonction Mesh Grid de NumPy. Voilà, Mesh Grid de NumPy, on a déjà vu ça concernant, normalement, c'est le graphique qui contient les lignes de niveau. Voilà. Enfin, pour afficher un graphique 2D, pour lui donner l'apparence d'un graphique 3D. Voilà. C'est utiliser le X, Y et le Z, c'est l'élévation, par exemple, l'élévation. Donc, les lignes de niveau, donc, qui vont partager la même valeur. Par exemple, concernant la température ou concernant, par exemple, la topographie, la hauteur, donc, la topographie d'un terrain. Et le Z, c'est, voilà le Z. Donc, le Z, c'est l'addition entre ces deux tableaux. 0 plus 0 égale 0, 1 plus 0 égale 1, etc. Pour les lignes et les colonnes. Très bien.
Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose. Ok, la même chose, ça c'est tout ça, c'est la même chose. Je vais modifier une seule chose. Je vais ajouter une nouvelle variable, c'est CMap Light. Je vais le donner par exemple CMap Light. Et ça, ce sont des couleurs, non pas des couleurs par défaut. Donc là, dans ce graphique, il a utilisé une palette de couleurs par défaut de ma Matplotlib. Mais moi, je vais créer une palette de couleurs personnalisée. Ça veut dire que cette couleur, donc, elle contient des couleurs personnalisables grâce à la fonction listed color map. Donc cette listed color map, je vais l'importer de matplotlib.colors. Donc elle fait partie, c'est un module qui fait partie du package colors de matplotlib. Donc ça concerne les couleurs dans un graphique, la gestion des couleurs. Donc je vais créer un des trois couleurs avec un code hexadécimal. Normalement, ça, vous allez voir dans le graphique ces couleurs, donc dans l'ordre. Donc ça c'est notre carte de couleur, ok? Une carte de couleur personnalisée. Ensuite, je vais créer le graphique, toujours, hein, mais cette fois-ci, je vais passer X, Y, Z, et bien sûr la palette de couleurs, avec l'argument CMap égale CMap Light. Donc, la barre va avoir trois couleurs seulement, et non pas un dégradé du bleu vers le jaune. Une première partie qui va contenir par exemple cette première couleur. Ensuite, une deuxième partie, par exemple cette partie-là, ça va être la deuxième couleur. Et la troisième couleur va prendre la dernière partie. Donc je vais exécuter le code et voilà le résultat. Donc vous voyez, j'ai trois couleurs. Donc la première, celle-là, c'est son code hexadécimal. Donc ce code hexadécimal correspond à cette couleur et ce code hexadécimal correspond à cette couleur. Bien sûr, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affiché non seulement une carte de couleur en arrière-plan, mais j'ai ajouté également, j'ai affiché les X et les Y sous forme de scatter. Voilà, scatter. Donc il a affiché les X et les Y. Ok? Donc je peux afficher une carte de couleur plus les données à afficher. Donc pourquoi je vous parle de cette fonction pColorMesh? C'est tout simplement pour visualiser, je reviens au cours, visualiser les résultats de prédiction, voilà. Donc je vais visualiser les résultats non pas de prédiction, les résultats d'apprentissage, voilà, c'est ça. Donc je vais afficher les résultats d'affichage sous forme de carte de couleur. Ça veut dire que chaque point, il va lui donner une couleur, comme s'il va prendre chaque point, il va le classer dans le graphique, c'est ça. Vous allez comprendre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer, bien sûr, je vais importer NumPy, Matplotlib, et je vais importer listed color pour colorier, donc pour la création, pour créer des cartes de couleurs, ok. Je vais importer également le jeu de données de scikit-learn, donc pour Iris, et je vais importer le classificateur, bien sûr, le KNN, l'algorithme pour faire la classification. Je vais créer la variable toujours iris, donc load iris. Je vais créer le x et le y. Le x c'est iris.data et y c'est iris.target. On a déjà vu ça. Le x minimum, x maximum pour le graphique. Ok. Maintenant, je vais commencer à créer la carte graphique. Donc la carte graphique, la carte de couleur, elle va contenir bien sûr trois couleurs. Et ces trois couleurs, elles représentent quoi? Puisque le modèle, c'est un modèle de prédiction, normalement chaque point dans le graphique, il va l'attribuer à une classe. Ça veut dire une famille, une espèce de notre fleur. Et cette couleur, il va prendre pour la première espèce des fleurs cette couleur, pour la deuxième espèce des couleurs, des fleurs, il va prendre cette couleur, et pour la troisième espèce des fleurs, il va prendre cette couleur. Normalement, ça c'est le violet clair, ça c'est le vert clair, et normalement ça c'est le jaune un petit peu foncé. Maintenant, je vais créer bien sûr
les grands X, les grands Y. Donc je vais appliquer la fonction mesh grid de NumPy sur quoi? Sur le jeu de données. Ensuite, je vais instancier le classificateur et je vais commencer l'apprentissage avec les X et les Y. Ok, les X et les Y. Donc le jeu de données et les étiquettes. Target. Pour chaque jeu de données, il va créer un target. Et vous remarquez là que je n'ai pas divisé l'ensemble des données en un ensemble de données apprentissage et données de test. Et donc j'ai injecté tout le tableau comme un jeu de test, un jeu d'apprentissage, des données d'apprentissage. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une variable z. Cette variable z, c'est quoi? C'est la prédiction. Donc je vais faire appel à la fonction predict. Et je vais lui faire passer les x et les y. Bon, la fonction rappel, elle permet tout simplement de convertir un tableau. Donc puisque ça, c'est une grille à 2 dimensions, je vais la convertir en un tableau à une seule dimension. Et les y, donc voilà, les y, c'est à partir de mesh grid de mes données. Je vais la convertir en un tableau à une seule dimension. Ensuite, avec np.c-8, je vais combiner les deux tableaux à une dimension. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des prédictions sur un tableau à 2 dimensions, qui est composé de 2 tableaux à une dimension combinée. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est un tableau à une seule dimension de prédiction. Voilà. Qui est ensuite utilisé pour colorer le graphique. C'est ça l'intérêt de cette partie. Donc c'est pour créer un tableau de prédiction. Et ce tableau de prédiction, il va colorer le graphique et visualiser quoi? La frontière de décision de modèle. C'est ce qu'on appelle les frontières de décision du modèle. Donc le modèle, il va créer des frontières entre les groupes qu'il va, donc entre les classes qu'il va créer. Ici, si un point dans le graphique tombe, par exemple, dans la frontière, dans une partie du graphique coloré, donc ça veut dire qu'elle va appartenir à telle espèce. Bon, tout ça, c'est pour redimensionner, pour prendre les dimensions de X, pour avoir un tableau, puisque là, c'est un résultat, c'est un tableau à une seule dimension. Ensuite, je vais le transformer pour avoir 2 dimensions grâce à la copie des dimensions de X. Donc, je vais faire appel à la fonction reshape et je vais lui dire qu'elle va copier les dimensions de X grand X. Donc, il va convertir le tableau 2D 1D à un tableau 2D bidimensionnel. Je vais créer la figure de PyPlot et je vais faire appel bien sûr à P color mesh. Je vais lui faire passer le X et Y et le Z. Le Z, il contient les valeurs donc, de prédiction. Et bien sûr, les couleurs, c'est le jeu de couleurs. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, ça c'est tout simplement l'affichage des données. Les données, c'est les données de X. Donc c'est les fleurs d'iris. Chaque fleur caractéristique d'une fleur d'iris, il va l'afficher avec le X. Il va prendre toutes les lignes de la première colonne et toutes les lignes de la deuxième colonne. Voilà. Ensuite, les limites des axes. Et je vais afficher une barre de couleur de Z. J'exécute. Bien sûr, c'est un petit peu long et un petit peu compliqué, mais si vous refaites cet exercice, donc ce code, vous allez comprendre à chaque fois. Donc voilà, très bien, ça c'est le résultat. Bien sûr, qu'est-ce que je vous ai dit? Il va créer un graphique, une carte de couleur, avec quoi? Avec des frontières de décision du modèle. Donc le modèle lui-même, il a décidé que tout ce qui est ici, il fait partie de la première espèce de fleur. Tout ce qui est ici, il appartient à la 3e famille. Et tout ce qui est ici, il appartient à la 2e famille. Donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment des frontières bien claires. Par exemple ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, donc il a mélangé le jaune avec le vert. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des données en jaune,
en jaune, c'est-à-dire la troisième espèce, il est donné en vert. Voilà. Si on lui donne une valeur, et par exemple cette valeur, par exemple une nouvelle fleur, et n'oublie pas une chose, ça sont, on est en train d'afficher. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'afficher? J'ai oublié de vous dire ça. Donc, on est en train d'afficher une carte de couleur qui présente, qui va visualiser la frontière de décision du modèle concernant les sépales seulement. Ok? Donc, si on prend une nouvelle fleur et elle va par exemple avoir comme caractéristique des dimensions de la sépale, par exemple, hein, la longueur c'est 6 et la largeur c'est 2 de la sépale. Normalement, cette fleur, elle va se positionner à cette partie-là, ici, dans ce point. Donc la longueur de la sépale c'est 6 et la largeur de la sépale c'est 2. Donc elle va tomber ici, donc elle va prendre cette position. Et cette position, normalement, c'est quoi? C'est la couleur verte. Et la couleur verte, c'est la deuxième espèce. Donc le modèle, il va la classer dans la deuxième famille, donc la deuxième espèce de fleurs. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt d'afficher les frontières de décision du modèle. Voilà. On va prendre un exemple. Je vais afficher les X. Non, non, je vais afficher le X. Voilà. Et les Y de notre tableau. Je vais afficher le Z. Voilà. Z, voilà. Donc Z, il contient quoi? Il contient un tableau qui contient soit 0, soit 1, soit 2, les espaces. Target. Donc, iris.target. On va prendre par exemple la dernière fleur. La dernière fleur, elle a voilà, une longueur de sépale de valeur 5,9 et une largeur de pétale 3. Donc, dans le graphique, donc 5,9 et l'autre c'est 3. Donc 3, 5,9 normalement c'est jaune et le jaune normalement c'est 2. Voilà. La famille 2, normalement dans Z, je vais avoir le chiffre 2. Voilà, 2. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt de ce graphique qui va afficher une carte de couleur avec les frontières de décision du modèle. Donc les frontières c'est ça. Et avec les données d'apprentissage avec lesquelles il a appris. Donc vous voyez que par exemple celle-là elle est aux frontières entre les deux espèces. La première et la deuxième espèce. Là il a mis le jaune. Normalement ça c'est l'erreur. Hein. Peut-être c'est l'erreur. Ça c'est une erreur. Voilà, en tous les cas, il peut faire des erreurs. Voilà, voilà. Mais en tous les cas, en général, il a bien appris. Il a bien prédit les valeurs. Euh, Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec les pétales et non pas les sépales. Donc ça, c'est concernant les sépales. Maintenant, on va appliquer avec les pétales. Donc c'est la même chose. Hein. C'est la même chose, je vais exécuter. La différence, c'est ça. La différence, c'est la source des données. Donc la source des données, c'est je vais prendre la troisième et la quatrième colonne de mon tableau iris. Donc parce que la première et la deuxième colonne, ça concerne les sépales, mais la troisième et la quatrième, ça concerne les pétales. Voilà, donc là c'est vraiment clair. Donc vous voyez vraiment les frontières sont vraiment claires concernant les pétales. Et on a déjà vu ça avec, je crois, la leçon précédente. Lorsqu'on a affiché le graphique de nuages de points pour les sépales, donc c'était comme ça, donc c'était un petit peu mélangé, donc c'est pas clair c'est pas les frontières entre les espèces, mais lorsqu'on a affiché voilà, lorsqu'on a affiché les pétales, donc il a bien différencié, donc ça, il a bien fait sauf ici peut-être un petit peu donc mélangé, mais en tous les cas par rapport
au sépales, c'est bien groupé, c'est bien classé. Donc, c'est pour cette raison que la carte de graphique avec les frontières de décision du modèle donc, sont bien claires. Voilà. Parce que les pétales sont bien distinctes les unes des autres. Donc vous disposez des limites de décision correspondantes concernant la catégorisation des fleurs d'iris en tenant compte de la taille des pétales.